Bonjour à toutes et à tous, et je vais rentrer dans le vif du sujet en appelant nos différents intervenants. Xolani Khumalo, directeur général Relations internationales DHET du ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation de l'Afrique du Sud, peut nous rejoindre. Bonjour, bonjour. J'appelle également Étienne Cazin, directeur du Centre Asie, Pacifique, Afrique et Moyen-Orient de Sciences Po. Venez, 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 merci beaucoup. J'appelle aussi Noah Webster-Sob, chef de section enseignement supérieur, secteur de l'éducation au sein de l'UNESCO. Bonjour, bonjour. Vous pouvez peut-être applaudir un petit peu, ça va mettre un peu d'ambiance. Le professeur Antoine Kouchner, vice-président stratégie et relations internationales à l'Université Paris-Cité. Bonjour. Je n'oublie pas non plus le professeur Widad Teba, directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie AEF en Afrique de l'Ouest. Et Bertrand Valkenaer, directeur général adjoint de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui pour cet échange, effectivement, comme ça a été présenté en amont. L'internationalisation, c'est pas un mot facile, de l'enseignement supérieur africain. Enjeux et perspectives des collaborations multilatérales, bilatérales et privées. Dans ce genre de table ronde, de manière assez générale, on fait un tour d'horizon, on présente l'enjeu, le secteur et la thématique, mais pour cette fois, j'ai décidé qu'on allait entrer dans le vif du sujet parce que je me dis que vous êtes quand même des expertes et des experts de ces thématiques, sans doute beaucoup plus que moi qui suis humblement présent pour animer cette table ronde. Et je me dis également qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques à partager. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je redonne quelques chiffres pour ouvrir cette table ronde. L'Afrique est jeune, 75% de sa population a aujourd'hui moins de 35 ans. Et ses universités, il faut le dire, portent un immense espoir de développement. Dans le même temps, les étudiants sont de plus en plus mobiles. C'est ce qui a été présenté déjà dans les différents discours. Et donc, on va avec nos invités explorer la manière de renforcer les partenariats, qu'ils soient multilatéraux, bilatéraux ou privés, pour construire l'université africaine de demain qui sera, on va le voir, ouverte sur le monde, enracinée dans son territoire. Je vais commencer avec vous, Xolani Khumalo, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général Relations internationales DHET du ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation de l'Afrique du Sud. Alors justement, comment vous voyez aujourd'hui le rôle de l'Afrique du Sud comme pôle d'attraction universitaire régional? Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous avez un micro, you have a mic just here. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour donner de l'attractivité et faire de l'Afrique du Sud une plaque rayonnante dans les partenariats internationaux? Thank you so much, Program Director. I think let me also take the opportunity to greet fellow panelists and the guests that we have here. To just answer your question quickly, obviously South Africa is part of the African continent. I think that is important to note as a point of departure. We belong to the African continent and we cannot prosper in isolation from the African continent. Hence, our foreign policy is putting Africa at the center stage of everything that we do. Now, the work that I do as the Chief Director of International Relations is to negotiate and implement bilateral agreements that are focusing on higher education collaboration, firstly with the African continent and the rest of the world. The biggest challenge that we have is that we spend a lot of time negotiating the agreements and very little time implementing. Not because we don't want to implement, but the biggest challenge is that there are no sufficient resources to do the implementation of our internationalization programs. Now, I used to say we are a victim of our own successes in the continent. We have the AU
Agenda 2063, the presenters earlier on spoke about the continental education strategy for Africa. We have all these beautiful pieces of legislation and policy frameworks. But when it comes to resources, we are struggling. Well, there are a lot of opportunities that we can think of. For starters, I think Mr. Solani, representing the minister, spoke about South Africa's G20 presidency, which is the first G20 presidency that is hosted in the African soil. Now, if you were to look at different working groups within the G20, the Education Working Group has identified one of the themes is on mutual recognition of qualifications, which talks directly to the issue of internationalization of higher education. We are working, and I'm happy that this panel also have a representative from UNESCO. We are working with UNESCO in terms of advancing our priority on mutual recognition of qualifications, because there are 5 regional conventions that seek to address the issue of recognition of qualifications. And of course, there's the recent one, which is the first that the world has ever adopted on higher education, the Global Convention on Recognition of Qualifications Concerning Higher Education. Now, the problem, the biggest problem is that not so many countries are acceding to these global conventions and regional conventions. In our case as the African continent, for instance, we have the Artists Convention that out of 53 AU member states, not even half of those member states have actually acceded to the Artists Convention. Now that is a challenge. That is why we now need to put efforts on how do we pursue our bilateral cooperation amongst ourselves and the African continent first. Gone are the days where we are only going to be looking at the countries of the north to provide us with the resources. We must find a way in terms of how do we mobilize resources amongst ourselves as Africa to pursue the issue of internationalization of higher education. I think that is what South Africa is going to emphasize going forward, and that is what South Africa will stand for as we still mobilize the ratification of these global conventions as well as regional conventions. I think as the opening remarks, I will pause there. Thank you. Merci beaucoup pour ces éléments. Bertrand Valquet-Naher, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Agence française de développement. L'AFD qui finance de plus en plus de projets dans l'enseignement supérieur africain. Pour cette question, pourquoi aujourd'hui une banque de développement investit dans ce secteur? Qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Merci beaucoup de me passer la parole. Je salue également tous mes copanélistes. Monsieur le Président, je vous salue à nouveau. Je pense que alors, il y a plusieurs raisons, et il n'y a que des bonnes raisons pour lesquelles l'Agence française de développement, en tant que banque de développement, investit dans le secteur de l'éducation. Je crois que la première raison, c'est parce que, contrairement à ce que notre nom indique, banque de développement, Agence française de développement, ce n'est pas l'Agence française de développement qui fera le développement des pays dans lesquels nous travaillons. Ce développement, il nécessitera que les institutions avec lesquelles nous travaillons, les individus avec lesquels nous travaillons, se saisissent des problématiques qui sont les leurs aujourd'hui, accès à l'électricité, accès à l'eau, accès à l'éducation, et soient formés pour pouvoir relever ces défis auxquels les pays africains font face aujourd'hui. Ça, je crois que c'est la première essentielle raison qui fait que, en tant que banque de développement, et parce que c'est notre mandat, nous nous intéressons à l'enseignement supérieur. Et nous nous intéressons à l'enseignement supérieur, mais pas que, nous nous intéressons également et nous investissons dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, puisqu'un enseignement supérieur qui réussit, c'est un enseignement supérieur qui s'appuie sur des élèves qui ont été formés et qui sont capables, quand ils arrivent en enseignement supérieur, de relever les défis et de traiter les programmes qui leur sont proposés. Première raison. La deuxième raison pour laquelle nous le faisons,
c'est parce que c'est une demande extrêmement forte des pays avec lesquels nous travaillons que l'Agence française de développement, parce que nous sommes français, puisse mobiliser une expertise reconnue internationalement qui est celle de l'enseignement supérieur français. Et cette expertise, elle est valorisée, elle intéresse, elle est parfois critiquée, mais pour toutes ces raisons, nous avons une demande des pays avec lesquels nous travaillons de pouvoir connaître, de pouvoir découvrir et d'être associés à cette mobilisation d'expertise. Nous avons également une demande extrêmement forte de la part des individus, de la part des étudiants, de la part des étudiantes, enseignement primaire, enseignement secondaire, que l'Agence française de développement contribue et investisse dans l'éducation de leur pays. Et ce qui est intéressant, c'est que cette demande, elle s'appuie sur la conscience aiguë, sur l'envie, sur l'enthousiasme que l'éducation va permettre à ces personnes, à ces femmes, à ces hommes d'accéder à une carrière, d'accéder à un niveau de vie, de préparer aussi l'éducation de leurs enfants et de participer à la construction de leur pays. Et ça, c'est une source extrêmement puissante de développement dans un pays quand on est capable de répondre à cette demande, à cette envie, et quand on est capable de l'accompagner avec la construction de parcours de formation intéressants. Et puis enfin, parce que nous avons aussi un intérêt en tant qu'institution AFD, un intérêt très clair à investir dans le secteur de l'éducation, nous le faisons parce que nous recrutons des personnes dans les pays dans lesquels nous travaillons pour accompagner le déploiement de nos prêts, de nos subventions, pour accompagner le déploiement de nos programmes de formation, pour accompagner le déploiement des infrastructures auxquelles nous contribuons en tant que financeurs. Donc on a un intérêt très objectif à pouvoir recruter des talents sur place et à pouvoir faire en sorte que ces salariés de l'AFD puissent contribuer à la réussite des projets dans lesquels nous investissons. Il y a un objectif qui a été fixé par le président de la République Emmanuel Macron en 2017, celui de doubler les partenariats universitaires avec l'Afrique. Qu'est-ce qui a été accompli par l'AFD depuis et où est-ce que vous voyez encore des manques éventuels? Le président de la République a eu cette intuition très tôt que les intérêts de la France et les intérêts des pays africains étaient liés et qu'il fallait s'appuyer sur le secteur de l'énergie, le secteur de la santé. On l'a vu à l'occasion de la lutte contre la pandémie de la Covid, qu'il fallait s'appuyer voilà, sur tout ce qui fait les relations, tout ce qui fait le développement d'un pays, tout ce qui fait la trajectoire de développement d'un pays et tout ce qui permet de créer du lien entre l'Afrique et la France. Donc c'est cette intuition qui est à l'origine de ce programme académique entre l'Afrique et la France et qui a conduit la France, à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à investir 55 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2025 dans la construction de partenariats entre des universités françaises, certaines sont sur ce podium, et des universités africaines. Nous en avons identifié aujourd'hui une cinquantaine, et c'est très intéressant de voir la diversité des pays qui se sont mobilisés pour répondre à cet appel à projet, et la diversité des universités françaises qui se sont également mobilisées pour répondre à cet appel à projet. À un moment quand même où... Alors, pardon, je fais une petite parenthèse. Le mot internationalisation, il est intéressant parce qu'il est compliqué à prononcer et parce que quand on se trompe, en général, on dit internalisation, qui est exactement le contraire de ce qu'on entend par internationalisation. Donc, il y a cette ambiguïté sémantique qui m'amène à, et c'était le sens de mon propos initial, vous dire que nous avons été très enthousiasmés par la diversité d'origine des universités françaises qui ont eu envie, contrairement à la tendance que les médias relaient aujourd'hui et la perception d'une internalisation et d'un refermement des pays sur eux, ben nous on a vu des universités qui avaient extrêmement envie de pouvoir se développer et de construire des partenariats avec des universités africaines. Donc ce programme académique pour l'Afrique et la France, c'est aujourd'hui la principale initiative franco-africaine avec un S. Je suis sensible à cette terminologie des Afriques. Elle est multisectorielle. Le ministre a rappelé tout à l'heure l'inauguration du projet au Kenya auquel il a participé pour un centre d'excellence dans les domaines ingénierie et technologique. Nous avons également un programme d'accompagnement avec la Banque mondiale dans lequel nous investissons avec cette volonté d'aller de la formation jusqu'à la création d'entreprises et de bien être en capacité de faire le lien entre la formation, les formations qui sont dispensées et puis
cette création d'entreprises, cette création d'emplois, qui est cette demande extrêmement forte que relaient les pays africains aujourd'hui. Puis le dernier commentaire que je ferai sur ce sujet, le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur de l'Afrique du Sud l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, il a dit Africans will bring African solutions to African problems. Notre ambition, à travers ces partenariats universitaires, c'est que African solutions will one day be African solutions for French problems. Et la raison pour laquelle on travaille aussi avec les universités africaines, c'est parce que nous avons cette conviction que les défis auxquels elles font face et les solutions qu'elles vont trouver demain seront des solutions pour les propres problèmes auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. On le voit parce que l'Agence française de développement, de par le mandat qu'elle a aujourd'hui, intervient dans les territoires d'outre-mer français, dont certains où les conditions climatiques, les conditions pédologiques, l'exposition à l'environnement marin, voilà, tout ce qui fait le développement d'un pays et la complexité du milieu dans lequel on est plongé, ces environnements thématiques sont très similaires à des questions et à des environnements dans lesquels les pays africains travaillent aujourd'hui. Et donc évidemment, nous voyons une formidable opportunité à ce que demain, les solutions sur lesquelles travaillent les universités africaines, en partenariat avec les universités françaises, puissent être utilisées en France pour traiter les problèmes que nous avons. Merci pour ces éléments, on viendra vers vous dans quelques instants. Avant ça, professeur Ouidad Teba, je rappelle que vous êtes directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Justement, quelle est la place de l'Afrique au sein de l'AUF et des différents programmes que vous proposez? Comment vous œuvrez concrètement à ces partenariats? Merci beaucoup. D'abord, ravi d'être parmi vous. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'AUF. C'est une vieille dame qui a plus de 60 ans. Mais la force de l'AUF, elle est en Afrique. Nous sommes le plus grand réseau d'universités au monde. Nous sommes plus de 1000 universités. Nous avons 440 universités membres en Afrique. Nous avons aujourd'hui 120 espaces de service. Nous avons une petite brochure Afrique. C'est assez impressionnant. La force de l'AUF, c'est d'être au plus près de ces universités. Alors évidemment, nous sommes dans un forum qui parle avec tellement de justesse des Africains. Nous sommes d'abord présents, c'est historique, dans l'Afrique francophone. Mais nous avançons dans l'Afrique lusophone, dans l'Afrique anglophone, convaincus qu'il n'y a qu'une Afrique. L'Afrique est une et indivisible, du nord jusqu'au sud. Et donc, c'est ces valeurs de solidarité que nous mettons en avant. Et cette question de l'internationalisation, elle est au cœur de nos actions. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes un réseau, parce que nous avons plus de 40 réseaux thématiques à travers le monde, que depuis des décennies, nous défendons, en sciences de la santé et autres, sciences de l'éducation récemment, sur les questions de mobilité, dans toutes les grandes thématiques qui occupent le monde, mais particulièrement l'Afrique. Nous avons des réseaux thématiques avec parfois une université, un chercheur africain qui préside ce réseau international. Nous avons aussi, et ça c'est très important, travaillé en amont, parce que je crois que l'internationalisation, c'est aussi des prérequis. On n'est pas tout de suite dans l'international. Il faut travailler sur les questions d'assurance qualité. Oui, la convention d'Addis, elle est capitale, elle est au cœur de tout. Mais pays par pays, nous avons besoin d'agences d'assurance qualité. Il y a un réseau qui s'appelle le RAFANAC, qui est un réseau des agences d'assurance qualité dans l'Afrique francophone, présidé par le Sénégal, parce que le Sénégal a commencé avant les autres en Afrique francophone. Et de pays en pays, parce que la solidarité, elle est d'abord africaine. Et l'expertise, elle est d'abord africaine. Nous soutenons ce réseau qui promeut l'assurance qualité, qui pousse à la création d'agences d'assurance qualité. Et aujourd'hui, et c'est ça l'accomplissement, le rêve, une agence continentale, vous le savez, une agence africaine de tout le continent d'assurance qualité est largement sur les rails. Et ça, c'est des éléments essentiels, parce que quand on promeut l'internationalisation, la qualité de l'enseignement, c'est la base, c'est le principe de départ.
Il y a aussi la question du numérique, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et je remercie l'AFD, qui est dans tant de nos projets, qui nous soutient dans tant de choses. Je reviendrai sur Apprendre, le grand programme qui est financé par l'AFD et qui est géré aujourd'hui par l'AUF et qui concerne 26 pays. Nous avons été renouvelés, la confiance a été renouvelée. Et je voulais vraiment vous remercier, là, c'est l'occasion, pour la confiance et pour tout ce que nous faisons ensemble. Sur ce qui concerne, je vous disais, le numérique, comment internationaliser sans avoir le numérique? La question du numérique occupe l'AUF depuis des décennies, ce n'était même pas à la mode. Nous avons des campus numériques depuis des décennies. Aujourd'hui, nous montons en puissance. Pourquoi? Et nous avons un institut dédié à ça. Parce que nous avons des universités aujourd'hui au Burkina Faso qui offrent des formations hybrides, ouvertes ou à distance, pour des étudiants francophones qui peuvent s'inscrire partout dans l'espace francophone à travers le monde. L'internationalisation, ça passe par des choses comme ça. Et là aussi, il y a des prérequis fondamentaux. Nous avons aussi un programme financé, là encore, par l'AFD, qui s'appelle Africa Digital Campus. Son nom dit bien ce qu'il signifie, et où nous travaillons à la fois sur les infrastructures, mais également à former les enseignants dans ce domaine. Car il y a une culture du numérique qui aujourd'hui est vitale pour cette internationalisation qui nous occupe. Donc beaucoup de prérequis essentiels, pas à pas. Mais je voulais juste insister sur un point. L'Afrique n'est pas en retard. Vous le savez, j'ai été en poste en Asie. L'Afrique n'est pas en retard. Elle a commencé dans l'Afrique francophone en 68 avec le CAMES. En créant déjà le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, un concours d'agrégation dans 17 pays d'Afrique francophone se déroule en parfaite coordination entre 17 pays. C'est extraordinaire. Et tous les chercheurs, tous les présidents d'université, tous les ministres se retrouvent ensemble pour promouvoir cela. L'Afrique avance. Et on avance avec. Merci beaucoup, on reviendra à vous dans quelques instants. On fait un petit ping-pong parce que Bertrand Walkenaer, je sais que vous avez une petite contrainte horaire, donc je reviens à vous pour continuer, pour vous entendre aussi. Justement, on parlait des projets, des programmes qui sont mis en œuvre, Quels critères l'AFD va-t-elle considérer pour sélectionner un projet d'appui universitaire? Est-ce que vous allez privilégier certains pays par rapport à d'autres, certaines filières, l'implication du secteur privé local? Comment vous fonctionnez concrètement? Alors nous fonctionnons par appel à projets très ouverts, et au cœur de ces appels à projets, je pense que nous avons deux exigences. Donc la première, j'en ai parlé un petit peu, c'est ce besoin de partenariat entre une université française et une université africaine, parce que nous avons cette ambition de pouvoir construire ces liens entre le milieu universitaire, le milieu académique français et le milieu universitaire, le milieu académique africain. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que nous avons besoin de partenaires exigeants, à la fois exigeants sur leur propre stratégie de développement, leur propre ambition, très claire sur les résultats auxquels ils veulent parvenir. Et puis nous avons besoin de partenaires, et ça c'est pas vrai uniquement dans le secteur de l'éducation, hein, c'est vrai dans tous les secteurs dans lesquels nous travaillons, et c'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle nous investissons dans ce secteur. Nous avons besoin de partenaires qui soient exigeants vis-à-vis de nous, et qui nous aident à progresser, qui nous aident à nous bouger, et qui nous aident à trouver les bonnes solutions et à orienter les programmes de formation là où ils ont besoin d'être orientés. Puis enfin, nous avons besoin de cet ancrage local national extrêmement fort, avec le secteur privé africain, avec lequel nous travaillons aujourd'hui, et qui évidemment est clé dans une continuité entre des programmes de formation et une capacité des diplômés à trouver les emplois demain. Et donc ce lien entre le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et l'origine et le contenu des programmes que nous fournissons et auxquels nous allons contribuer à développer, il est évidemment très important. Merci beaucoup Bertrand Walkenaer, directeur général adjoint de l'Agence française de développement de l'AFD. Je vous libère parce que je sais que vous avez un emploi du temps très contraint. Merci beaucoup d'être venu partager sur ces thématiques avec nous. On va passer à... Merci beaucoup. Merci. Ma collègue Gabriel qui est là va me remplacer, et je vous prie de m'excuser, chers panélistes et mesdames et messieurs, de devoir vous quitter. Merci, on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup.
Étienne Cazin, vous êtes directeur du Centre Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient de Sciences Po. Justement, Sciences Po, cette institution développe des partenariats sur plusieurs continents. Quelles spécificités vous rencontrez dans les collaborations avec les universités africaines par rapport à celles en Asie ou au Moyen-Orient? Merci pour la question. Merci Monsieur le Président Sauvé de me permettre d'être là aujourd'hui et d'avoir organisé cette belle journée. Salutations aux copanélistes également. J'en connais un certain nombre déjà, et c'est bon signe. Je vais vous donner quelques éléments, peut-être certains concernent davantage Sciences Po et peut-être d'autres relèvent de considérations plus générales. Mais en commençant par Sciences Po, l'Afrique est particulière dans notre histoire d'internationalisation parce qu'elle est arrivée un peu après les autres régions du monde, pour être très honnête. Donc on est encore dans un effort de rattrapage d'autant plus fort que l'Afrique ne nous a pas attendu et qu'entre ce qu'elle était du point de vue de l'ESR il y a 10 ans, 15 ans et ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une énorme progression. Un rattrapage double à vrai dire, puisque quand nous avons commencé à nous intéresser à l'Afrique du point de vue des partenariats, alors bien sûr avant nous avions des spécialistes de l'Afrique à Sciences Po, pas du tout africains d'origine, mais spécialistes quand même. Nous avions évidemment des étudiants et étudiantes trop peu d'origine africaine, mais très peu de partenariats de mobilité avec le continent africain. Et la première stratégie a été de s'adresser à l'Afrique anglophone, sachant que nous avions un prisme à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, davantage tourné vers le modèle anglo-saxon et ce qu'il véhicule, ce qui nous a permis de faire de très belles choses, et nous en sommes évidemment très contents. En Afrique du Sud notamment, je vais y revenir, au Kenya aussi par exemple, mais on avait un peu oublié que l'Afrique francophone était peut-être encore plus proche, géographiquement, culturellement, historiquement, et qu'elle n'était pas un marché captif, pour employer ce vilain terme, pour Sciences Po non plus. C'est la raison pour laquelle récemment, en 2024, nous avons créé un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar, presque 10 ans après avoir créé son pendant pour l'Afrique de l'Est à Nairobi. Donc nous avons aujourd'hui 2 bureaux régionaux en Afrique qui travaillent à développer nos collaborations sur place. Autre spécificité qui est particulière à Sciences Po, je pense, c'est que nous cherchons, avec d'autres, mais nous cherchons de manière prioritaire à créer des ponts du point de vue des idées. Et les idées à Sciences Po, c'est important puisque nous sommes une université de sciences sociales. Un exemple tout récent, il y a 15 jours à Dakar, nous avons participé à un très beau colloque consacré à une figure du féminisme africain, Fatou Sow. Madame la directrice régionale le sait bien puisqu'elle était également partenaire. Je crois que ça a été l'occasion d'avoir de magnifiques échanges, parfois très émouvants, avec toute la pensée féministe africaine et non africaine réunie à Dakar, et nous y étions. Donc le débat d'idées pour nous c'est très important. Nous avons à peu près au même moment eu la chance d'avoir la visite organisée par Sciences Po à Dakar de Pape Ndiaye, qui est, on oublie peut-être d'abord et avant tout, un professeur titulaire à Sciences Po, spécialiste de l'Amérique du Nord, et nous l'avons invité pour qu'il puisse rencontrer les universitaires, les personnalités locales, aussi bien dans le champ de la coopération que dans le domaine académique, donc, mais aussi politique. Et puis, dernière spécificité, nous essayons, alors à notre échelle, en tâtant le terrain, mais nous y croyons vraiment, nous essayons de mettre en place des projets qui rassemblent des experts et des chercheurs anglophones et francophones. Les deux mondes en Afrique ne se parlent pas suffisamment, ne se connaissent pas suffisamment, et nous essayons encore une fois modestement de le faire. Ça a été le cas il y a quelques années avec l'appui de l'AFD, je vais revenir sur l'appui institutionnel qui est extrêmement fort. Le programme Recherche au Sud de l'AFD nous a permis d'organiser des conférences anglophones, francophones, pour parler des objectifs globaux du développement en Afrique. Voilà pour les spécificités Sciences Po. Pour les spécificités de la coopération avec l'Afrique d'un point de vue plus général,
j'en parlais à l'instant un petit peu, on a la chance d'avoir sur l'Afrique un appui institutionnel extrêmement fort des pouvoirs publics français en premier lieu. J'en parlais à l'instant avec la directrice générale de Campus France qui est ici. C'est grâce à Campus France, c'est vraiment grâce à Campus France que nous avons pu participer à une très belle rencontre en Afrique du Sud, au Cap, à l'automne 2022, qui de fil en aiguille nous a permis de signer, grâce à un appui du MEAE, un partenariat de double diplôme avec l'Université de Cape Town, dont nous sommes immensément fiers. C'est le tout premier double diplôme de Sciences Po sur le continent africain. On ne l'aurait pas fait sans Campus France, sans le MEAE. L'AFD, je l'ai mentionné, nous aide. On essaye de se connaître et de se comprendre toujours plus. L'Institut français, puisque aussi il organise, c'est dans sa mission, le débat d'idées en Afrique et dans le monde. Nous en sommes particulièrement proches et nous en sommes très contents au titre de la collaboration institutionnelle, de ce que nous pouvons faire avec l'Institut français. C'est vrai pour Sciences Po, c'est vrai pour tout le monde. Donc on a la chance d'avoir en France un appui des pouvoirs publics sans lequel nous ne ferions rien. Nous avons aussi la chance de travailler à plusieurs. Encore une fois, ce n'est pas spécifique à Sciences Po, donc j'en parle seulement maintenant. Avec l'Université Paris-Cité, nous travaillons main dans la main, ou presque, sur un grand nombre de coopérations internationales, en Asie, mais aussi en Afrique de plus en plus. Et nous espérons pouvoir continuer cela dans les temps à venir. Particularité de l'Afrique, intrinsèquement, s'agissant de la recherche, sachant que nous choisissons aussi l'Afrique pour développer la recherche, et pas uniquement les échanges d'étudiants, objectivement, le financement de la recherche est un vrai problème. En Afrique, au-delà même du financement de l'enseignement supérieur, la recherche en laquelle nous croyons tant n'est pas assez financée, et quand elle l'est, elle n'est pas assez financée par les pays eux-mêmes, pour des raisons budgétaires. En préparant cette intervention, j'ai vu qu'au Sénégal, l'enseignement supérieur national et son effort de recherche était financé aux 3/4 par des fonds non sénégalais. Alors, ça fonctionne malgré tout, mais ça pose aussi un problème en termes de maîtrise par le secteur universitaire sénégalais de son propre destin et de ses propres axes de recherche. Tout dernier point, ça a été dit également à plusieurs reprises, un sujet très africain, c'est celui de l'insertion professionnelle des diplômés. On sait bien que l'économie africaine ne propose pas assez d'emplois formels pour tous les diplômés de l'enseignement supérieur. Ça crée énormément de tensions parfois graves du point de vue politique et social. Sciences Po y est particulièrement attentive, d'autant plus que nous sommes une université de sciences sociales et qu'on ne nous attend pas forcément sur l'insertion professionnelle. Or, j'essaie de le dire chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est encore le cas aujourd'hui, nous sommes vraiment concernés au premier chef par le travail après les études. Raison pour laquelle, à Sciences Po, vous le savez peut-être, nous sommes une école professionnelle en tant que telle parce que les 3/4 de nos intervenants ne sont pas des universitaires. Donc on essaye vraiment de mettre ça en avant pour nos coopérations en Afrique aussi. Et je m'en arrêterai là pour le moment. Merci beaucoup, professeur Antoine Kouchner, vice-président stratégie et relations internationales de l'Université Paris-Cité. Merci encore d'être parmi nous. Vous êtes un scientifique, vous êtes habitué aux grandes collaborations internationales. On parlait à l'instant de la recherche, des difficultés, mais il y a une vraie culture de la coopération en recherche, ça fait partie intégrante du projet, sinon ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça peut se transposer dans le domaine de la formation universitaire en lien avec l'Afrique? Alors bonjour et tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Merci d'avoir invité l'Université Paris-Cité qui est une jeune université, si on peut dire, puisqu'il y a eu vous savez, des fusions dans le domaine français de l'enseignement supérieur. Et donc, cette année, on va fêter nos 5 ans. C'est une opportunité pour moi, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, je suis avant tout un chercheur, mais voilà, j'ai pris un rôle dans le développement de la stratégie internationale de l'université. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis ravi d'essayer de la développer. L'Afrique, les Afriques sont une priorité pour l'Université Paris-Cité, avec effectivement au départ un axe qui est plutôt dirigé sur les aspects francophonie, mais pas exclusivement. J'aurai l'occasion d'y revenir.
Et pour répondre à votre question, en fait, je vais effectivement répondre à votre question avec le pied qui est le mien, qui est celui d'un chercheur dans le domaine de la physique, mais qui travaille dans des grandes collaborations internationales et qui a cette habitude depuis de nombreuses années. Et je dois dire que j'ai été très sensible au discours du président Sauvé ce matin, parce que je crois vraiment, c'est pas des mots creux, que c'est la condition de la réussite et du succès d'avoir des partenariats importants. Les valeurs qui ont été mentionnées, et je retrouve tout à fait les mots qui ont été prononcés, ceux de respect, de confiance mutuelle et de réciprocité. Et je pense qu'effectivement c'est dans cet esprit-là que personnellement j'ai réussi à travailler avec certains de mes collègues en Afrique, alors notamment dans la collaboration internationale dans laquelle je travaille. On exploite un télescope sous-marin qui cherche à étudier le ciel avec des nouveaux messagers. C'est une entreprise internationale complexe et qui demande des efforts de tous. Et en fait, ce qui était très marquant dans mon expérience, c'est que, en particulier le Maroc, mais aussi l'Afrique du Sud, ont réussi à s'investir de façon extrêmement importante, à être reconnus dans la collaboration pour l'apport qu'ils ont pu mettre. Ils l'ont fait effectivement parce qu'on a pu travailler main dans la main. Alors évidemment, ça repose en général sur des connaissances initiales connues, sur le fait qu'on se soit connus. Mais un certain nombre de mes collègues qui sont retournés au Maroc ou dans leur pays pour y développer la recherche ont réussi ce défi de créer des réseaux internes, en l'occurrence au Maroc, faire travailler les universités marocaines ensemble pour le succès de leur contribution dans des grandes collaborations internationales. Et je veux dire que je suis très heureux d'avoir vu ces développements se faire au cours des années. Donc aujourd'hui, notamment au Maroc, il y a une partie de construction de notre télescope qui se fait, et puis il y a des contributions dans d'autres pays. Et je pense que c'est sur ce modèle qu'il faut essayer d'avancer. Et donc le mot de réciprocité me semble très important. Alors évidemment, il y a malgré tout des difficultés qui sont liées aux moyens, bien entendu, et je salue bien sûr les interventions de mes copanélistes sur le fait que les ressources, ça reste malgré tout quelque chose de clé et qu'il faut qu'on soit capable d'en avoir. Et dans la mesure où on en a peu, je crois aussi qu'une des clés de la réussite, c'est pas trop les disperser. Et donc ça nous oblige à cibler un petit peu nos partenaires et à s'assurer que les moyens qu'on va investir seront investis de part et d'autre, d'une part, mais voilà, ne seront pas trop saupoudrés sur nos actions, sinon je crains que ce soit un effort vain. Donc c'est un peu la stratégie qu'on essaye de mener à l'Université Paris-Cité, avec quelques partenaires privilégiés, qui n'excluent évidemment pas qu'on travaille avec tout le monde. On a évidemment des centaines d'accords avec beaucoup d'universités, puis on est aussi conscient que dans nos universités, il y a énormément de chercheurs, chacun a un partenaire privilégié qui se retrouve dans d'autres universités. Mais voilà, pour que ça fonctionne de façon, je crois, pérenne et vertueuse, il faut quand même qu'on ait effectivement une stratégie un petit peu ciblée. Donc on a des outils pour le faire, je pense que tout le monde les connaît, mais on peut essayer d'en inventer d'autres. Alors bien sûr, en recherche, on a des co-tutelles, on a des ententes qui nous permettent de mettre des fonds communs, et on a un certain nombre de choses qui sont la clé du succès. Il est assez compliqué à l'heure actuelle, pour différentes raisons, et ça a aussi été évoqué ce matin, de continuer de travailler et de se voir, et ça reste quand même important, évidemment. Alors ça pose des questions, puisque ça pose des questions des voyages, ça pose des questions sur le réchauffement climatique et notre engagement citoyen. Donc tout ça est aussi à mettre dans la même balance, et à savoir comment est-ce qu'on peut poser l'ensemble de ces questions ensemble, et de le faire de façon juste et raisonnée. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. J'ajouterais aussi que collaborer avec un continent ou d'autres pays, c'est pas collaborer seul, c'est collaborer avec le reste de ses partenaires. Et donc, Étienne le mentionnait, on travaille main dans la main. Je pense qu'on a des choses à faire en commun entre Sciences Po et Paris-Cité, notamment effectivement au Sénégal. Mais c'est dans cette approche-là aussi, dans les grandes collaborations internationales, que nous l'avons fait. Alors, je dois dire, un peu pour l'anecdote, que on se sent en général beaucoup plus solidaire quand on fait face à des difficultés communes qu'à des succès communs. Là, les choses se manifestent moins de façon aussi évidente.
Mais bon, ça fait partie du défi, et donc puisqu'il y a des défis, il y aura des difficultés, et je pense que ça aussi, les relever ensemble, ça peut nous aider. Merci beaucoup, on reviendra à vous dans un instant. Avant ça, Noah Webster, SOB, bonjour, rebonjour, vous êtes chef de section enseignement supérieur, secteur de l'éducation au sein de l'UNESCO. L'UNESCO, justement, qui a promulgué la convention d'Addis, c'était il y a 2 ans, sur la reconnaissance des diplômes. Quel progrès cette convention a-t-elle permis sur le terrain pour la mobilité des étudiants africains? Thank you very much, Mr. Chair. I take this opportunity to greet my fellow presidents, Mr. President, my fellow panelists, Mr. President, Your Excellencies, esteemed colleagues. First, I thank some of my panelists for doing some of my job for me already. You know, I think we've heard about the importance and the key role of inter-university collaboration. I agree fully with Mr. Kumalo that bilateral cooperation, particularly around the recognition of qualifications, is essential. But I think what the Addis Convention does that's really important is it creates a space for multilateral action and international cooperation in higher education. And I think it's fair to perhaps feel disappointment that, let's say, there are only 14 states parties, but disappointment is a useful political emotion. It's very different from despair. It's attached to hope. I would just point out that in this respect, Addis is honestly not different than other regional UNESCO conventions. We have actually seen in the last 2 or 3 years a bit of a plateau in the ratification of the regional conventions. Perhaps that's because the Global Convention has come into force and there's been a lot of attention. The Global Convention on the recognition of higher education qualifications will have its second intergovernmental conference here in Paris in 2 weeks at the end of June. It now has 38 state parties, and we're in conversation with another 20 where parliamentary ratification procedures are in place. And the same is true with Addis and the other regional conventions. I actually think we're at a moment where the changing international landscape is making it clearer to all of us that we cannot take spaces for international collaboration for granted. We need to work to create them, to nurture and sustain them. So I'm confident that the number of signatories is going up. And to your question, I think we have already seen better coordination, higher levels of confidence in qualifications as a result of Addis. You know, one of the things that the Addis Convention does is set up guidelines and expectations for recognition structures, recognition information centers, recognition networks. So, for example, in places like Togo, Senegal, South Africa, Djibouti, Zambia, you know, we've seen already, you know, great steps forward in commitments to and actual processes for the fair and transparent recognition of qualifications. We've also seen an African network of national implementation structures coming together. Still more work to do, for sure. But we have also seen the Addis Convention, you know, both in relation to Rafinek, which was mentioned, but also the HAQUA 3 initiative. We've seen the Addis Convention become like a key reference point and a base for concerted multilateral action. You know, the other thing I would mention is I think Addis is extremely important for creating opportunities for greater inclusion of refugees and displaced persons. You know, the convention calls on states parties to establish appropriate procedures for assessing prior learning, for assessing qualifications for employment and integration, and also partial study. This is really crucial, but it's a great example of an inclusion measure that may benefit one population, but honestly benefits all, right? And I think we have seen as a result of Addis, I would like to point to Addis perhaps as one of the reasons why we've had this increased growth in intra-African academic mobility. Thank you. Merci beaucoup, on revient à vous dans un instant. Zoélie Kubalo, je reviens vers vous, directeur général de Relations internationales, ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation de l'Afrique du Sud.
la jeunesse, les étudiants, les jeunes chercheurs, comment on les intègre et comment on peut les intégrer davantage dans ces coopérations? Qu'est-ce que ces jeunes étudiants que vous côtoyez quasiment tous les jours, ils peuvent apporter à ces coopérations? On travaille pour eux évidemment, mais comment ils peuvent travailler avec nous? No, thank you. I think one of the issues that were raised by the previous speeches that were delivered this morning is that we have an African continent that is youthful. Now, obviously, you will have a lot of African young people seeking to enter the research space. I think this very panel has also spoken about lack of resources in terms of funding the research programs. But there are, mechanisms that have been put in place. I mean, I look at, a mechanism like the ARUA, the African Research University Alliance, which, in our opinion, has to be reshaped to actually encourage, mobilization of resources towards research in the African continent. Perhaps the very issue that we talk about Africa in a fragmented manner is also posing a challenge, that we talk of Francophony, Anglophony. We preach one Africa, but in practice, sometimes there's nothing wrong being fragmented in terms of your geographical location, that you are in the Southern Africa, and we subscribe to our SADC protocol on education and training, which, by the way, calls for our country to open space, at least 5% of space in our universities, to African or SADC countries in particular. But the issue that we have is that when you talk about mobility, that will also allow us to interact with the rest of the globe. When the rest of the world assesses us, what mechanism do you look into? Are you going to be guided by how high our universities are ranked? We're not going to hide it. In South Africa, we only have 26 public universities. But we are fortunate that some of them are highly ranked in terms of the different global ranking systems that we have. But what do we do with those that are historically disadvantaged universities? Not only in South Africa, but in the rest of the African continent, because that's what we need to address as well. Hence, my proposal to say, perhaps let's look at our continent not in a fragmented manner. And when we put in resources, can we also consider that we are not equal? There are institutions that need to be supported. And of course, we appreciate what the French government is doing and the French institutions are doing. I think everyone has spoken about Campus France. We also work with Campus France. We bring a lot of our students here. People have spoken about Erasmus Plus, mobility program of the EU. We welcome all those things. But what is it that we are doing in our own African continent? The colleague also spoke about not enough opportunities exist in the African continent. Now, how are we going to address the issue of the African continental free trade area, which seek to encourage that Africa must trade within itself? If we do not, as Africans, if we do not invest in our own education system, then we are going to be forever seeking, skills from other regions of the world. I really feel that that's one issue that we need to deal with. Never mind all these other structures that have been put in place, but I think it is time for us to assess their effectiveness.
and to be assisted by, brothers and sisters outside the continent to say, how do we reposition them? That they help us to produce the kind of research that we're looking for, that they help us to mobilize funding so that we are then able to have African solutions to the African problems. I think that's what one of my colleagues also mentioned. Thank you. Merci beaucoup. Professeur Ouidad Teba, vous avez participé, accompagné au sein de l'AUF les universités africaines francophones. Qu'est-ce que ça apporte en matière de coopération internationale? Écoutez, d'abord, je suis très sensible à ce que je viens d'entendre. Parce que je suis africaine et tout cela a un écho particulièrement fort, en tout cas pour moi. Être à l'AUF ne signifie pas être contre les autres langues ou contre les autres pays qui parlent dans une autre langue. C'est absolument pas le cas. Je voulais insister sur un point et donner un exemple concret en dehors de l'AUF. Il y a aujourd'hui une revue, financée d'ailleurs par l'AUF, qui s'appelle Global Africa. Global Africa est une excellente revue classée où on publie en 4 langues africaines. L'anglais, le français, le swahili et l'arabe. Ça nous parle à tous. Parce que là, on est au cœur du sujet. En fait, la fragmentation, elle est juste linguistique, elle est historique, on sait pourquoi. Donc, la question, c'est dans quelle langue nous travaillons? Excusez-moi de bousculer un peu les choses. Dans quelle langue nous travaillons? Dans quelle langue nous publions? Est-ce qu'être africain, c'est publier uniquement en anglais parce que c'est la langue internationale qui s'impose? C'est contre cela que je m'érige personnellement. Nous avons le droit aussi de publier dans d'autres langues. Et Monsieur Ouattara, je sais que la question aussi vous préoccupe. Je ne parle même pas de nos langues nationales. Elles sont fondamentales. Et à l'école, on peut aussi apprendre et apprendre vite dans nos langues nationales. Mais pour s'internationaliser, on a aussi besoin de ces grandes langues, le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol. Mais juste insister sur ça. L'Afrique parle plusieurs langues. Comment peut-elle sortir de cette fragmentation absurde et aller de l'avant? Alors que fait l'AUF? Vous avez dit. Et que fait l'AUF pour? Dans le cadre des universités africaines francophones notamment. Écoutez, on a des défis majeurs. La recherche à impact, par exemple. La recherche avec un impact immédiat sur le développement. Nous avons engagé 2 projets en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et Grand Lac. 2 projets importants qui ont débouché en 4 ans sur des dizaines et des dizaines de brevets. Les chercheurs africains sont prêts. Il faut juste un minimum de moyens, de financement pour faire éclore des brevets déposés et des choses qui directement ont un impact. On a besoin de nous rapprocher, et je pense que le directeur adjoint de l'AFD l'a dit, nous avons besoin de nous rapprocher du secteur privé. On n'a pas le choix. Je pense que les anglophones le font mieux que nous. On a besoin d'aller de l'avant dans ce partenariat. Nous avons créé, nous, des centres d'employabilité francophone partout, dans toute l'Afrique où nous sommes présents, dans les universités, pour promouvoir ce dialogue entre le monde académique et le monde socio-économique. Et je voudrais insister sur un autre point majeur, je l'ai dit, la mobilité. Et je vous regarde, madame, et je regarde Campus France qui fait des choses incroyables dans ce domaine, et là, qui n'est pas dans la fragmentation, qui va de l'avant, et qui aide cette jeunesse africaine, et qui promeut cette mobilité. Cette mobilité, elle est capitale. Nous avons, grâce au sommet donc, de la francophonie, aujourd'hui un programme de mobilité où nous comptons beaucoup, évidemment, sur des partenaires privilégiés comme Campus France. PIMEF, où il y a non seulement ce programme de mobilité, c'est non seulement une mobilité académique, mais aussi des stages. Nous avons besoin de stages. Et nous avons besoin aussi de faire venir, puisque nous sommes en France, de jeunes Français en Afrique. Parce qu'ils vont apprendre, et nous allons apprendre d'eux. Donc, mobilité nord-sud, mobilité sud-sud, parce que cette mobilité sud-sud existe déjà.
Le président Sauvé l'a dit d'emblée. Il a parlé des pays qui attirent, avec cette attractivité forte. L'Afrique du Sud, vous êtes le leader depuis longtemps. Mais des pays se positionnent. Le Maroc se positionne avec de grandes universités. L'université polytechnique Mohamed VI aujourd'hui rassemble aussi grâce à sa diaspora des chercheurs de renom et attire parce que ce sont vraiment des formations de qualité. La Tunisie, avec aussi une tradition de recherche importante, l'Égypte, nous avons aujourd'hui la capacité, le Sénégal, parce que c'est historique, qui n'a pas étudié en Afrique francophone à l'université de Dakar. Il y a toute une génération qui s'est formée au Sénégal. Donc cette attractivité, nous sommes capables de la promouvoir s'il y a de la qualité. Et l'AUF travaille modestement aux côtés de toutes nos universités. Et je vous ai dit, 440 en Afrique pour promouvoir cela. Merci beaucoup. Étienne Cazin, comment on fait selon vous pour construire justement une approche de réciprocité, de co-développement et pour éviter le déséquilibre dans les partenariats qu'on peut construire avec les universités africaines? Vaste sujet. Ce que je vais vous dire n'implique pas que nous ayons trouvé de solution parfaite. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pour ce qui concerne Sciences Po, notre pétition de principe aujourd'hui est vraiment de travailler d'égal à égal, en déclinant ce que cela signifie. Chacun parle à raison de co-construction, de coopération dans tous les domaines. Nous mettons en œuvre des partenariats, en commençant par les échanges d'étudiants, qui doivent être, on s'y oblige, réciproques. C'est-à-dire que Madame Teba l'a dit à l'instant, nous avons la chance d'envoyer beaucoup de jeunes français et non français d'ailleurs de Sciences Po en Afrique. Je pense que nous sommes l'université qui, par construction, parce que nous avons un modèle qui oblige les jeunes gens en 3e année de licence à partir un an à l'étranger, permet d'envoyer peut-être le plus grand nombre d'étudiants en Afrique du Nord et subsaharienne, une 40aine par an environ, mais nous voulons et nous exigeons de nos partenaires universitaires africains qu'ils fassent la même chose. Alors, il faut l'exiger, mais il faut aussi le permettre. Et de ce point de vue, nous avons, grâce à Erasmus+, notamment, qui a été mentionné, et qui est aussi un outil formidable de l'Europe pour favoriser le dialogue et les échanges universitaires, nous avons des financements en bonne quantité qui nous permettent de recevoir une 40aine d'étudiants et d'étudiantes africaines par an en échange en France, sur l'un de nos campus. Il y a à l'échelon supérieur, qui est celui de la formation et de la recherche, de plus en plus de collaboration de recherche. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'y reviens rapidement. Nous avons monté sur l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'Afrique du Nord, en interne à Sciences Po, des programmes dont la vocation est d'associer toutes les communautés de Sciences Po s'intéressant à une zone, que ce soit des étudiants, des chercheurs, des professeurs, ou des membres même du personnel de Sciences Po, mais aussi dont la philosophie est d'attirer dans la réflexion des collègues, à nouveau étudiants, enseignants, chercheurs, et pourquoi pas personnel administratif, venant de partenaires, ce qui donne de très très belles collaborations. Je citerai par exemple pour l'Afrique subsaharienne un colloque qui a préludié à une exposition non moins intéressante à l'Institut, au musée du Quai Branly, Dakar, Djibouti, 100 ans après. Peut-être que certains d'entre vous ont vu passer l'annonce de cette exposition. Donc il s'agissait de revenir sur cette grande épopée médiatique coloniale des années 20, avec une interrogation sur la manière dont cela a été vécu depuis l'Afrique. Très beau sujet en soi, et très, très bel événement aussi, parce que nous avons eu peut-être plus de collègues africains à venir parler à ce colloque organisé à Sciences Po que de collègues de Sciences Po et de France. Donc, voilà pour l'exemple. Autre sujet très important, j'en ai parlé pour les échanges, c'est d'autant plus important pour les études initiales, celui du financement. Alors, on parle de brain drain, à raison. À Sciences Po, on n'a pas peur de dire qu'on essaie de recruter des étudiants africains pour qu'ils viennent
chez nous, parce que nous pensons que ce n'est pas en se l'interdisant qu'on empêchera le brain drain, c'est plutôt, ma foi, en continuant dans cette lancée qui est de viser à l'emploi en Afrique si possible et à l'accompagnement du développement du continent. Exemple, grâce à la fondation Mastercard, qui n'est pas seulement la société canadienne de cartes de crédit, et cette société a une fondation philanthropique qui nous permet à Sciences Po de délivrer à peu près 50 bourses pleines pour des masters, y compris les frais de vie. C'est une chance inouïe depuis l'an dernier et pour les 10 prochaines années. Et ces boursiers Mastercard qui doivent venir du continent africain, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, doivent aussi s'engager à porter des projets de développement pour l'Afrique, pour la suite de leur vie tout court, pour la suite de leurs études et de leur vie professionnelle. Donc je reviens aussi à cette occasion sur notre mantra, notre obsession qui est de former, certes, bien et très bien si possible les esprits des jeunes gens, mais aussi et peut-être surtout de permettre à ces personnes de trouver un emploi qui leur convienne après leurs études. Merci beaucoup. Noah Webster-Sob, l'UNESCO insiste beaucoup dans ses programmes sur l'inclusion et l'équité. D'après vous, comment on s'assure que l'internationalisation de l'enseignement supérieur profite aussi aux groupes qui sont sous-représentés, je pense encore aujourd'hui aux femmes, aux populations rurales, aux réfugiés dans les pays africains? Comment on crée de l'inclusion dans ces échanges? No, thank you for the question. I mean, let me just start by noting these are global challenges, not just unique to Africa. I think we have excellent signposts in the 2030 agenda, in SDG 4, in the Continental Education Strategy, as Mr. Solani mentioned earlier. I think looking specifically at Africa, I think there's room to move forward on gender parity. There's room to move forward on the inclusion of people with disabilities. I think those are key priorities. I think one of the ways that we can advance on this is thinking about scholarship opportunities, as was just mentioned, MasterCard. There's extensive scholarships out there, and I think we want to ask how many of them have terms of inclusion tied into them, because that's a valuable policy strategy for ensuring that internationalization efforts are inclusive. So that means paying attention to the role of non-state actors, right, in funding internationalization. I think going forward, intersectoral collaboration is necessary, but it's not sufficient. We need both government support, and I would just also point out we need youth advocacy, right? We need to be responding to, right, and being led by youth who are advocating for this. Who are advocating for ensuring equal access to higher education, for investments in research that stimulate the employment opportunities that are mutually beneficial and truly inclusive. Thanks. Merci beaucoup. Gabriel Leroux, vous êtes en charge des questions d'enseignement supérieur à l'AFD. Si on regarde vers l'avant, si on regarde vers le futur, quels sont les signaux qu'il va falloir analyser dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, pour savoir que l'internationalisation, pour savoir que ces partenariats vont vers le bon sens? Bonjour à tous et merci. Avant toute chose, je pense que cette internationalisation, et je vais essayer de le dire correctement, ce sera une réussite si elle est mise au service des priorités de transformation du continent. En tout cas, c'est ce qui est le plus important pour nous à l'AFD. Et donc, ce sera une réussite d'abord si ça permet l'émergence localement d'universités qui forment davantage d'étudiants et d'étudiantes africaines, puisqu'il y a un enjeu d'accès qui est majeur quand on voit l'explosion de la jeunesse africaine en âge d'accéder à l'université. Et ce sera une réussite si elle forme localement dans des pôles qui sont reconnus aussi à l'international, évidemment, et arrive à attirer des étudiants d'autres continents, de France, d'Europe, mais aussi d'autres continents. C'est de plus en plus le cas et on le promeut de manière
aussi actif que possible à travers le partenariat, de partenariat académique Afrique-France dont on a déjà discuté. On insiste beaucoup sur l'importance de ces mobilités réciproques, faire venir des étudiants aussi de France dans les universités africaines, et puis leur permettre aussi de partir en mobilité dans d'autres universités africaines, donc ces mobilités internes au continent. Et puis j'ajouterais que peut-être un point qu'on discute moins, celui de la recherche. L'internationalisation, elle est aussi clé pour promouvoir une recherche de qualité. Et donc, cette réussite, c'est aussi permettre aux universités africaines de produire une recherche qui soit reconnue à l'international, qui soit valorisée et qui permette aussi, et là je vais paraphraser notre directeur général et puis des collègues précédemment, il est important que cette recherche africaine elle apporte des réponses africaines à des problèmes globaux, pas seulement français, pas seulement africains, mais aussi globaux. La problématique du changement climatique, des problématiques de santé publique. Aujourd'hui, on a besoin des universités africaines pour apporter des réponses qui dépassent les seuls enjeux du continent. Et c'est, je pense, un facteur de réussite au-delà de la seule internationalisation des formations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui permet de faire une transition pendant que vous réfléchissez dans la salle aux questions que vous pouvez poser, puisque dans quelques instants vous aurez la parole, et que c'est toujours un moment gênant quand vous n'avez pas de questions, donc vous avez un peu de temps pour réfléchir. Professeur Antoine Kouchner, justement, sur cette montée en puissance de la recherche, on a parlé des questions de la santé, des questions climatiques. Comment vous envisagez de structurer des partenariats qui soient gagnant-gagnant en recherche avec les Afriques, par exemple, dans la francophonie scientifique? Qu'est-ce qui peut être mis en place très concrètement? Oui, gagnant-gagnant, c'est effectivement vraiment ce qui vous m'entendez correctement? Je pense que c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de faire du profit, il s'agit vraiment d'avoir une approche commune, ça je l'ai déjà dit. Donc nous avons décidé d'investir sur certains points et certains partenaires plus particulièrement en se fondant bien entendu sur leurs besoins et sur le développement d'approches soit d'enseignement, soit de recherche spécifique. Alors je peux vous donner quelques exemples. Alors j'ai entendu ma collègue mentionner tout à l'heure l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc ça c'est un partenaire privilégié de l'université Paris-Cité dans lequel on développe un certain nombre de choses. Sur tous les domaines, c'est vrai qu'une des stratégies de l'université Paris-Cité, parce qu'elle a 3 grandes facultés, qu'elle est omnidisciplinaire, c'est d'essayer d'avoir des partenariats dans tous nos domaines, même s'il y aura toujours, bien entendu, des domaines plus forts, des domaines qui vont sortir, mais il faut que le partenaire parle à tout le monde. Ça, c'est une de nos contraintes internes. Alors, ayant fait ça, ça s'appuie toujours sur des pôles d'excellence. Et donc, un des exemples que je voulais citer par ailleurs, c'est celui que nous essayons de monter à Dakar sur la thématique des maladies non transmissibles. C'est une thématique que nous mettons très fortement en avant parce que, bon, vous savez, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai fini quand même par comprendre qu'il y a pas mal de ressources qui vont sur les maladies infectieuses et qui se transmettent. On peut en citer tout un tas d'exemples, c'est bien normal, ça parle beaucoup au public, mais la mortalité principale ne vient pas de là, mais vient au contraire de maladies qui sont des maladies qui ne se transmettent pas. Et en réalité, il y a peu d'investissements qui sont faits là-dessus. Donc nous avons décidé, en nous appuyant sur des réseaux, puis ça c'est quelque chose que je voulais aussi mentionner, parce que vous avez parlé de la RUA. Nous sommes membres de la Guilde des universités intensives de recherche européennes, mais ces deux réseaux se parlent et ont décidé de mettre en avant des clusters d'excellence. Et donc on participe à un cluster d'excellence sur ces maladies non transmissibles qui, j'espère, permettra de voir un centre qui se développe à Dakar, en collaboration notamment avec l'université Cheikh Anta Diop, mais d'autres universités, et pas uniquement des universités francophones. Et donc, voilà, ça c'est un réseau sur lequel nous investissons beaucoup, et nous sommes nombreux à le faire. Je pense effectivement que mettre nos ressources sur ce type de domaine, c'est une possibilité ensuite d'attirer des étudiants, d'attirer des enseignants, parce que je me permets une petite remarque sur la mobilité. D'abord, je me permets de signaler que les aides à la mobilité ont dramatiquement diminué, et que bon, si on souhaite
convaincre nos étudiants de venir et nos étudiants de partir, il faut pouvoir les aider. Et je vous assure que la baisse est extrêmement significative cette année. Donc c'est un point de vigilance important. Alors, ayant dit ça, il faut aussi encourager, je crois, les enseignants-chercheurs à la mobilité sortante, parce que je pense que c'est ça qui va nous aider à rétablir les équilibres dans la mobilité. On ne l'a pas mentionné très fort, mais il est clair qu'elles sont très asymétriques, ces mobilités pour le moment. On n'a pas besoin d'attirer beaucoup les étudiants d'Afrique. La demande est déjà là présente, on a besoin de les accueillir bien. C'est un autre problème, et en général on le fait aussi grâce au soutien de la cité universitaire par exemple, et bien d'autres. Mais donc un de nos défis, c'est effectivement de montrer à nos propres étudiants qu'une mobilité en Afrique, c'est gagnant-gagnant. Or vous savez que les étudiants, ils ont cette culture en Europe de faire de la mobilité, plus qu'en Amérique du Nord par exemple, parce qu'ils ont compris que c'était un atout, que c'était quelque chose à mettre sur leur CV, qui est non seulement une bonne chose pour leur futur professionnel, mais qui est évidemment un enrichissement personnel. Comment leur faire comprendre qu'une mobilité vers l'Afrique, ça joue ce rôle également, et en fait c'est misé sur le futur? Je pense que c'est important, et je pense que les enseignants ont un rôle à jouer. Et donc développer des pôles de recherche, d'expertise sur place, avec des enseignants qui vont y consacrer du temps, et qui pourraient emmener leurs étudiants, voilà peut-être une façon de le faire. En tout cas, on va essayer, nous, de pousser dans ce domaine, que je l'ai dit, avec soit au Sénégal, mais aussi au Maroc. Donc on va essayer de cibler ces approches. Merci beaucoup pour ces éléments. Dans la salle, y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main. On a une question par ici. Est-ce qu'on peut faire un petit micro? Thank you for the discussion. I have a question regarding the fragmentation you did mention, sir. In Africa, Francophone, Anglophone, and then the language aspect you did mention, English and French. What do you think is being done to resolve such issue, and what is the African Union, or where exactly is the issue coming from, and what is being done, and what do you think could be the solution, if there will ever be a solution to that? Thank you. C'est pour nous deux, je pense. Pour nous deux, à distance. No, thank you. I was hoping that we would take a round of questions, but it seems like this is the only question that is directed to me. No, my sister, it's very simple. These are, historical facts that the African continent was colonized by the French, by the British, by other countries as well. Now, I think when I raised this point, it was not to challenge the issue of the language. I mean, we do have our own African languages, by the way. If you are familiar with the AU language policy, most of you might not be aware, but we have Swahili as one of the official languages of the African Union. It's not to say let's stop speaking the languages that are being used internationally. But the point I was trying to raise is that when we are being engaged, we should not be grouped in that manner. We must be grouped as an African continent. Even our own countries, they speak multiple languages. In South Africa, for instance, we have 11 official languages. So I would not say then there is one language that we must be engaged in. But the geopolitical issues that are happening not only in the African continent but elsewhere get to influence how other partners engage with us if you are still wearing a colonial hat. I think that's what I wanted to emphasize here, to say we are all aware of the problems. That is why we have the AU Agenda 2063, which outlines, socio-economic challenges that we need to address.
But when we do so, we have to do so understanding that, you know, the colonial boundaries are artificial. They do not represent us as Africa, you know. So we have to, when we are engaging on this very important issue of internationalization of higher education, we must be mindful of those things. By the way, we are preoccupied by G20 in our instance. And I indicated that one of the priority areas is on mutual recognition of qualifications. You know, why we are putting this thing at the center of how we engage internationally. It's because we are noticing and realizing the challenges that we have. The young people that we produce in our basic education sector cannot all be absorbed by our higher education institutions. Now, we are left dependent on how well we do our internationalization. One would even argue to say technical and vocational education and training need to be an alternative solution, but we view that as coexisting with the university education as well. I hope I've tried to explain this. Thank you. So just to come in with one quick point, which I don't think has been raised yet, I think we also need to be talking about digital internationalization, right? And so, you know, promoting African-created, African-based collaborative online learning, African MOOCs, and as we see now with AI, you have tremendous multilingual affordances in these. So I think it can actually be, the digital internationalization can be a great source of sustaining languages, particularly indigenous languages. Thank you. Merci, professeur Ouidat-Théma. Vous vouliez réagir également? Oui, je vais être très franche avec vous. Moi, je représente l'AUF ici, mais bon, ma langue maternelle n'est pas le français. J'ai appris le français, j'ai appris l'anglais. Il faut que les Africains soient polyglottes. Il faut qu'ils parlent plusieurs langues et qu'ils parlent les langues de l'Afrique. D'abord les leurs, leur langue nationale. Et puis les autres langues. Moi, mon pays d'origine, le Maroc, est un pays francophone qui devient de plus en plus anglophone. Mais quel est le problème? Peu importe, on avance. Et je crois que parler plusieurs langues, les jeunes ont compris ça. Et peut-être que par rapport à ma génération, peut-être que ces questions, peut-être même vous qui êtes plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, peut-être que ces questions ne se poseront plus à un moment même pour vous. Ce sont des questions peut-être du passé. Peut-être, je l'espère. Sans doute, faut-il l'espérer, professeur Antoine Kouchner, vous voulez réagir également? Oui, je me permets juste de réagir parce que vous avez eu la gentillesse de rappeler que je travaille dans des grandes collaborations internationales et donc du coup je me dois d'apporter une note peut-être un peu fausse ici, à côté de vous, mais un bémol tout de même parce que voilà, dans les collaborations internationales scientifiques dans lesquelles je travaille, c'est assez inconcevable de publier en français. Et je vois, j'ose le dire, les étudiants français qui passent leur thèse par exemple, me disent de plus en plus souvent « mais pourquoi je dois l'écrire en français ?» Parce qu'elle ne sera pas lue par des collègues de la collaboration internationale. Ça reste une réalité. En effet, à un moment donné, si on veut que son travail soit partagé, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, c'est bien de dire que peut-être que la solution passe, après tout, par l'intelligence artificielle, ce serait pas mal. Ce serait très bien qu'on arrive à trouver un moyen de publier dans sa langue ou de produire dans sa langue. Après tout, on réfléchit beaucoup dans sa langue, on parle avec ses collègues. Dans toutes les langues, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si on a des difficultés, alors apporter des solutions, ce serait une bonne chose. Mais on ne peut pas se cacher que quand on participe à des colloques internationaux, si vous ne parlez pas l'anglais, vous arrivez avec un handicap. Vous avez beau être très fort dans ce que vous faites, la façon dont vous allez réussir ou pas à le communiquer, ça reste très important. Et en France, dans mon domaine, je regrette de le dire, nous ne sommes pas très en avance. Donc, il y a des pays comme les Pays-Bas où on parle très bien anglais, très jeune, et ça projette quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je suis désolée de le souligner, mais je pense que c'est une réalité dans mon domaine. Alors, je suis aussi conscient que ça dépend des domaines et que, par exemple, je vois sur les désirs de mobilité des étudiants
dans les domaines des humanités ou des sciences sociales, il y a une demande beaucoup plus forte sur des mobilités vers des pays francophones. Donc on sent qu'ils sont plus à l'aise pour des raisons qui sont sans doute liées à la barrière de la langue, alors qu'effectivement, en sciences exactes, on va trouver des souhaits de mobilité plus divers. Donc voilà, moi je n'ai pas de solution, mais peut-être qu'il y en aura dans le futur. Et je me permets de rappeler que même si je suis conscient de l'importance culturelle, de la sauvegarde de nos langues, de tout ce que ça charrie, c'est très important. Malgré tout, on se heurte à des difficultés de communication globales qu'il faut qu'on essaye d'adresser ensemble. On a d'autres questions ou on a plein? Eh bien, voilà, déjà ici. Thank you for the important conversation. My question is, how can international partners like UNESCO support? Okay. Thank you for the important conversation. My question is, how can international partners like UNESCO support Nigeria using higher education as a platform to promote citizenship, leadership, and meaningful youth development? Thank you. Merci beaucoup. I mean, one of the things, thank you for the question. It gives me the chance to mention UNESCO's Campus Africa initiative, which seeks to strengthen higher education across the continent, inclusive certainly of Nigeria. And it does this actually with a focus on doctoral training, research capacity, but also higher technical education. And I think it would be useful to just insert that into the conversation, also as an arena for important internationalization. And of course that ties into the qualifications recognition, which is seeking to create, an ecosystem of academic, but also economic mobility across the continent. And so we advance that by working with universities to strengthen university industry partnerships, to strengthen the employability of graduates, on a very technical level, to support universities to do graduate tracer studies, to do local labor market analyses, and then incorporate that into curriculum review. So this program is working across the continent, with some of the partners here on the stage, and I think that's and it's responding to national government's requests. So I think that's one of the strategies we're using at UNESCO to try and address what you're bringing up. Merci, Laurent. Si je peux juste dire un mot en écho à ce que vous venez de dire sur l'enseignement supérieur technique. En effet, c'est aujourd'hui la priorité de beaucoup de gouvernements africains avec lesquels on travaille, l'enseignement supérieur technique comme principal vecteur de formation très professionnalisant, donc à fort potentiel d'employabilité. Et aujourd'hui, on soutient à l'AFD des instituts ou l'équivalent de DUT en France, en Tunisie, à Madagascar, au Sénégal, en RDC également, et on le fait encore une fois pour faire le parallèle avec la discussion d'aujourd'hui, en partenariat avec des IUT français, avec l'association des directeurs d'IUT, toujours dans cette optique de, dès ce niveau d'enseignement technique supérieur, encourager les échanges, les mobilités croisées, le partage d'expériences, mais aussi promouvoir un ancrage très fort de ces formations, puisque c'est là aussi tout le secret de leur fort taux d'employabilité pour les étudiants et étudiantes. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions. Merci. Ma question s'adresse aux représentants de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie. On parle aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Avant d'y accéder à l'enseignement supérieur, il y a d'abord l'éducation de base. Quelle stratégie mettez-vous en place pour permettre au plus grand nombre qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'enseignement supérieur de franchir le palier? Et ma deuxième question, y a-t-il la possibilité de coopérer avec les associations des sociétés civiles? Je vous remercie. Merci infiniment.
Merci beaucoup pour la question parce que nous ne l'avons pas évoquée. Donc on avait besoin de cette question pour aborder l'éducation de base parce que c'est le préalable obligé. C'est par là que ça passe pour avoir déjà de jeunes étudiants capables de répondre aux défis que nous avons relevés depuis tout à l'heure pour l'enseignement supérieur. Alors nous menons à l'AUF, puisque nous sommes l'opérateur de la francophonie pour l'enseignement supérieur, donc nous menons un projet que j'ai évoqué brièvement en hommage à l'AFD, c'est le programme Apprendre, qui est un programme extrêmement ambitieux et qui vise essentiellement à la formation des formateurs. Mais quand je dis à la formation des formateurs, nous sommes sur des centaines, sur des milliers d'enseignants. Là, je suis vraiment sur l'éducation de base et vraiment toutes les méthodes pédagogiques innovantes sont mises en avant. Il y a tout un réseau, un vivier d'experts qui sont aujourd'hui mobilisés. Et la spécificité de ce programme par rapport à d'autres programmes qui existent, c'est que, entre autres, il promeut aussi la recherche sur ces questions. Il faut que l'université, que les chercheurs dans les universités en sciences de l'éducation se mettent au service de cette cause pour promouvoir justement cette innovation pédagogique qui est au cœur du programme Apprendre. Mais je sais que l'AFD, ce n'est pas l'AUF qui promeut, mais il y a par exemple le programme Élan qui intègre notamment la question des langues nationales. J'y reviens parce que je sais que vous vouliez aborder ce sujet. Dans quelle langue faut-il que le jeune apprenne les b.a.-ba? Est-ce que c'est en français, ou en anglais d'ailleurs, peu importe, ou est-ce que c'est d'abord dans la langue dans laquelle il est né, il a baigné, parce que c'est plus efficace et ça a peut-être un impact beaucoup plus immédiat sur son cursus, en tout cas scolaire. Donc je ne veux pas accaparer parce que ça sera peut-être à vous d'aborder le sujet. No, thank you. So one, to agree, you know, increasing access places completion of higher education. Let's not just forget, it's not a question of access, but it's also a question of completion. That's a global higher education issue. You know, is going to require strengthened secondary education, right? We know that for sure. We also know for sure that, you know, public universities need to be strengthened and expanded, but we also have to be honest that there is probably going to need to be a strong place for private higher education that is well regulated and accredited. That's crucial, right? So I think that's a key piece of enhancing access to higher education in Africa, also in other parts of the world. We see this in South America, Latin America, and the Caribbean. To your question about cooperation with civil society, I couldn't agree more that it's absolutely essential to recognize that there are multiple stakeholders to higher education. You know, I spoke earlier, just a second ago, about the importance of university industry partnerships, but I would say, you know, that extends to the importance of university partnerships with social service agencies, with the NGO sector. I mean, these are important, also growing labor markets that need to have a say, need to be involved, need to be consulted as higher education institutions think about their degree programs and what they're offering to students. So thank you very much for the question. Merci beaucoup. Un petit mot pendant qu'on prépare la prochaine question. Très rapidement, pour répondre à votre première question, en effet, l'enseignement supérieur ne peut pas, il n'a pas vocation à accueillir tous les jeunes qui sont sortis de l'éducation de base. L'éducation de base est évidemment une priorité pour l'AFD, mais aussi la formation professionnelle, au-delà même de l'enseignement supérieur technique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont là une voie pour trouver un emploi localement de qualité, et on sait bien que l'enseignement supérieur ne pourra pas accueillir, faute d'emploi formel aussi, à la hauteur des compétences à l'issue des universités. Très rapidement, juste dire aussi, rappeler le rôle essentiel des universités, de l'enseignement supérieur, pour former les enseignants du primaire, du secondaire. Le programme Apprendre a été évoqué, mais c'est aujourd'hui essentiel. On accompagne plusieurs écoles normales supérieures, à Brazzaville par exemple,
pour justement renforcer la qualité de ces formations et permettre, puisque le sujet, encore une fois, n'est pas que l'accès, mais aussi la réussite, une meilleure qualité de l'éducation de base grâce à des universités, les écoles normales supérieures qui sont renforcées. Et dernier point sur la coopération avec les OLC, c'est aussi un sujet sur lequel on est très présent, un exemple très concret en Palestine, parce qu'il y a évidemment des géographies dans lesquelles il est plus difficile de travailler localement, des contextes plus difficiles. En Palestine, par exemple, on soutient la création de la faculté de sciences infirmières et sages-femmes, et on le fait avec le Croissant-Rouge palestinien. Et sans eux, on serait bien incapable localement d'accompagner nos partenaires à la fois pour construire cette faculté, pour former les enseignants, pour acquérir les équipements, etc. Donc il y a un rôle essentiel en effet des OSC pour apporter leur pierre aussi à cela. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne une dernière question avant le temps de pause qui est déjà là. Pour celles et ceux qui ont encore des questions, ça sera l'occasion du temps de pause, peut-être d'échanges plus directs. Je ne veux pas créer de frustration. On vous écoute. Merci. Donc, je suis Hélène Kirchner, je suis directeur de recherche à l'Institut national français en sciences du numérique. Et le numérique, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, un tout petit peu effectivement, mais surtout là, dernièrement au travers de l'interprétation des langues et des langues locales. Et je voulais signaler aussi, enfin, moi je constate qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays africains sont engagés fortement dans une transformation digitale, transformation numérique. Et ça se traduit aussi beaucoup au niveau de l'infrastructure du pays, mais aussi des universités. Et ce que j'aurais voulu vous demander, c'est, à votre avis, est-ce que justement le numérique pourrait jouer un rôle particulier au niveau de l'internationalisation de l'enseignement supérieur africain, et au-delà, hein, puisqu'il s'agit de l'Afrique avec tout le reste du monde. Et si c'est le cas, si vous pensez que c'est le cas, quels conseils ou quels moyens pourriez-vous nous apporter dans chacun de vos rôles respectifs? Merci. Étienne Cazan, je vous propose peut-être de prendre la question. Merci. Merci pour la question, ce qui me permet de mettre en avant qu'effectivement le numérique aussi est une science sociale. Puisqu'à Sciences Po, nous prétendons avoir un regard, y compris sur les sciences dites exactes ou dures. Dans le domaine du numérique, nous sommes très concernés par ses usages, naturellement, quel que soit ce dont on parle. Alors, le numérique aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, j'allais dire tout. Alors, encore heureusement, mais l'intelligence artificielle en fait partie, les réseaux sociaux, leurs dérives en font partie. Les aspects de big data, qui certes ne sont pas que scientifiques, en font partie pour nous. Pour vous répondre plus directement, en termes d'appui à la réflexion, ce que nous faisons d'ores et déjà avec nos partenaires africains, c'est de mettre l'intelligence artificielle, de proposer en tout cas comme thème très systématiquement celui de l'intelligence artificielle. Pourquoi, au service de quoi, par qui, et manipulé par qui aussi, en interne. Donc on est bien conscient que c'est un sujet international, il est donc aussi africain, et on veut, même pour les collègues qui ne disposent pas au quotidien d'infrastructures numériques solides, de connexion Internet même très régulière, que c'est quelque chose qui les concerne aussi énormément, et peut-être davantage encore pour les raisons que je viens de citer. Donc ce n'est pas une vraie réponse en termes d'appui et d'outils, mais sachez, si vous le souhaitez, que les collègues chercheurs à Sciences Po sur ces questions-là seraient enchantés de travailler avec vous, avec un prisme africain notamment. Professeur Widad Teba, vous aurez le mot de la fin sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier, madame, pour votre question. Insister sur ce tropisme, je ne sais pas si... Insister sur le tropisme africain pour tout ce qui est transformation numérique, vraiment. Nous avons eu
nous avons assisté à la création de grandes universités virtuelles dans un certain nombre d'universités africaines. Et ces universités virtuelles comptent aujourd'hui plus d'étudiants que la principale université du pays. Je voudrais donner l'exemple, un des plus beaux exemples au Sénégal, l'université Cheikh Hamidou Kane, l'université virtuelle, qui fait vraiment des prodiges, qui a mis du temps, qui a cherché sa voie, mais qui aujourd'hui a un modèle extrêmement important. Je suis fière de dire que l'AUF a accompagné la création de l'université virtuelle en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que la première réponse de ces universités virtuelles à la massification, etc., ces universités virtuelles, elles sont là d'abord pour répondre aux défis, parfois énormes, que l'enseignement supérieur a à surmonter. Donc l'internationalisation passe au second plan. Nous avons créé à l'AUF un réseau des universités virtuelles africaines. Il y a une très belle université virtuelle à Tunis, qui est sans doute la plus ancienne. Et il y en a aujourd'hui beaucoup. Il y en a une excellente aussi au Burkina Faso. Je peux vous donner beaucoup d'exemples au Gabon, au Tchad. Mais pour répondre à votre question spécifiquement de l'internationalisation, sachez que l'AUF a une entité qui s'appelle l'IFIC, qui aujourd'hui déploie via une plateforme 140 formations ouvertes et à distance pour toutes les universités qui le souhaitent dans le monde. Il se trouve que c'est en Afrique, avant c'était la France qui était au premier plan et qui offrait ces formations ouvertes et à distance. Aujourd'hui sur les FOAD, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les universités d'Afrique de l'Ouest qui offrent le maximum de formations à l'international, francophone évidemment, et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est efficace en matière d'internationalisation, parce que ça les positionne différemment, ça leur donne une visibilité sans commune mesure avec celle qu'elle avait. Et nous accompagnons parfois très concrètement l'inscription des étudiants, l'étudiant comorien qui veut s'inscrire dans une formation ivoirienne. Nous offrons toutes les facilités à l'étudiant sur place, aux Comores. Nous connectons, nous aidons, nous mettons la formation sur notre plateforme. Enfin, il y a une multitude. Nous donnons des bourses parce qu'on n'a pas parlé de l'argent. On n'a pas parlé du fait que l'internationalisation, c'est aussi une manne financière pour les universités. Ces formations sont souvent payantes. Quand une université du Sud africaine et parfois d'un pays qui a du mal s'ouvre, donc via le numérique, c'est aussi une manne financière pour elle. Et nous, parfois, nous donnons des bourses pour ces mobilités virtuelles. Et vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, je vous donnerai le site et je suis à votre disposition pour apporter toutes les informations que vous souhaitez à ce niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à nos 7 intervenants de cette première table ronde.